Bonjour tout le monde! Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres gens qui se rajoutent. On va commencer dans environ 2 minutes. Je vais aller partager ça sur ma page Facebook. Alors, je vais demander un peu d'aide à mon assistante. Afficher plus d'options. C'est parce que tu partages. Alors, on va commencer bientôt. Alors, c'est vraiment excitant. C'est la première fois que je fais un live. J'espère qu'il n'y aura pas de pépins techniques. Ah, bonjour, Cara qui est là. Super. Bon, c'est le temps que ça commence. Alors, comme je dis, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir la chance de passer les 30 prochaines minutes ensemble pour vous présenter mon travail. Mon nom, c'est Noémie Bélanger. Je suis marionnettiste, artiste textile et sculpteur. Et je remercie Signé Laval pour l'occasion. C'est la première fois que je fais un live, donc je suis vraiment excitée. J'espère que tout va bien se passer. Puis c'est ça. Alors, il y a une vingtaine d'années, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui a trait à la création textile. Et donc, tricot, crochet, macramé, tissage. Et c'est dans cette exploration-là que j'ai découvert le feutrage. Et tout de suite, ça a été un grand coup de cœur parce que ça me permettait d'avoir accès à la troisième dimension. Je travaillais en aplat. Et là, ça m'ouvrait vraiment un champ de possibles avec toutes les possibilités sculpturales du matériau. Et ça a été comme pour moi un terrain de jeu euh, nouveau à explorer. Euh, alors, ensuite, j'ai fait ça j'ai commencé à faire des sculptures en feutrage à l'aiguille pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller euh, au DSS en terre de marionnettes contemporain à l'UQAM. Et riche de toutes ces années-là que j'avais passées en création textile, j'ai pu le mettre au profit de l'art de la marionnette. Ensuite, à la sortie de mes études, j'ai fondé ma compagnie L'Os de Bois, théâtre de marionnettes, en 2018. Et depuis ce temps-là, en fait, je partage mon temps professionnel entre la création et la diffusion de spectacles, des expositions et de l'enseignement. Alors voilà. OK. C'est ça. Le feutrage, ça a été pour moi une grande découverte. Qu'est-ce que c'est le feutrage, en fait? On utilise ici, tout simplement, de la laine qui est lavée et cardée. C'est le même matériau qu'on utilise à la fois pour le feutrage à l'aiguille et le feutrage à l'eau chaude, parce qu'il y a deux grandes familles de feutrage. Comme je disais, à l'aiguille et à l'eau chaude et au savon. J'ai exploré les deux techniques, je les aime beaucoup toutes les deux. Elles ont toutes les deux beaucoup de possibilités, mais j'ai plus approfondi le feutrage à l'aiguille. Alors, ici, on voit de la laine qui est brute, donc qui n'est pas teinte. Mais pour faire mes marionnettes, j'utilise la fibre qui est déjà teinte couleur peau.
Et avec des brosses à carder, ici, on peut mélanger la fibre pour aller chercher des nuances. Et en feutrage à l'aiguille, on utilise des petites aiguilles comme ça ici. Et si on regardait la fibre au microscope, on verrait que la fibre, elle a des petites encoches qui permettent de s'accrocher les unes aux autres, soit avec une aiguille, au feutrage à l'aiguille, ou en frottant à l'eau chaude ou au savon. Le feutrage à l'aiguille, ça permet de faire des volumes qui sont pleins, comparativement à la technique à l'eau chaude et au savon, qui permet de créer des volumes qui sont vides, donc qui demeurent souples, comme un chapeau ou des pantoufles, une sacoche ou toutes sortes de vêtements. Alors, je pense que je vais vous montrer une marionnette que j'ai fait en feutrage à l'aiguille. Alors, je vous présente Mimi. Alors, Mimi, elle est faite en feutrage à l'aiguille. On peut voir ici que sa peau est vraiment faite avec la même fibre que je vous montrais tout à l'heure. Donc, de la laine de mouton. Ses cheveux ici sont faits avec de la laine de chèvre. Et pour faire Mimi, je me suis inspirée d'une photo d'une de mes filles quand elle était toute petite, quand elle avait à peu près 3 ans. Alors, je vous montre la photo. Comme ça ici. Alors, Danaï, maintenant, elle est dans la vingtaine. D'ailleurs, elle m'aide sur le live. Alors, voilà, c'est Danaï. J'ai aussi, bon, alors dans le spectacle, il y a aussi mon autre fille, Maya, qui m'aide, qui manipule l'autre marionnette. Mimi, c'est l'héroïne du spectacle. C'est une petite fille qui a plein d'imagination, tellement que quand elle dessine, son dessin prend vie. Et son dessin, Scribouillis, c'est Maya, mon autre fille, qui le manipule. Alors, je vais vous montrer l'autre marionnette tout à l'heure. Alors, comme on voit, Mimi, elle a des articulations. Hein? Elle peut bouger la tête à l'aide d'un ressort. Ça ici, c'est sa prise. Donc, une ganse pour mettre ma main. Quand je fais une marionnette, quand je la conçois, il y a toujours un moment magique que j'ai baptisé le moment Pinocchio. C'est le moment où je travaille sur la marionnette et tout à coup, la marionnette prend vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tout à coup, la marionnette me regarde. C'est par le regard que ça passe. Et là, c'est un moment qui est très touchant parce que c'est comme une naissance. Tout à coup, la marionnette est là et elle me regarde et on peut commencer à dialoguer ensemble. Et quand ce moment-là arrive, c'est comme si, même s'il y aurait encore des détails que je voudrais peaufiner, disons qu'il y a un œil qui est un peu plus petit que l'autre ou que le nez n'est pas tout à fait symétrique, c'est plus le temps d'y toucher. Si elle a pris vie, c'est ça qu'on voulait, c'est on laisse la marionnette comme ça. Et à ce propos-là, j'ai une anecdote. Dernièrement, j'avais vraiment besoin de mettre mes mains à l'ouvrage parce que quand je travaille avec mes mains, ça me libère l'esprit et tout le contexte de pandémie était quand même assez anxiogène et je me suis dit, il faut que je me trouve un projet pour occuper mes mains. Alors, j'ai commencé à modeler avec de la plasticine et le premier sujet qui m'est venu en tête, c'est moi-même. Je me suis dit, tiens, je vais faire un autoportrait. Et mon regard du quotidien est plutôt pratico-pratique. Tandis que quand j'ai mon regard d'artiste, c'est un regard qui est curieux, qui est intéressé, qui est sans jugement. Et là, je regardais précisément pour me faire de profil. Je me disais, bon, le front un peu bombé, on commence la ligne du nez, au premier tiers, il y a une petite bosse, ensuite on descend, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure un peu rétractée. Et tout ça, en fait, c'est que c'était absolument sans jugement. Je me disais, mon Dieu, que mon regard d'artiste est tellement bienveillant comparé à mon regard du quotidien. Je me disais, ça serait vraiment chouette d'avoir le contrôle sur quel regard on décide de prendre pour la journée. Alors, voilà. Ah oui, puis en fait, ça m'amène à dire que mon matériau de prédilection, ça demeure le feutrage, ça demeure la laine. Mais j'aime beaucoup explorer d'autres matériaux, comme le bois, par exemple, et ça m'amène
à aiguiser, je dirais, mon sens de l'observation, parce que quand on travaille avec le bois, on travaille par soustraction. Donc, je regarde davantage le contour de la forme, du volume. Et ensuite, quand je reviens à ma pratique, c'est comme si mon sens de l'observation était enrichi. Et c'est comme si le feutrage, c'est un peu mon port d'attache. C'est avec lui que j'ai développé ma sensibilité artistique. Donc, j'y reviens constamment, comme c'est ma maison. C'est là où je suis le plus confortable. Alors, maintenant, je vais vous montrer Scribouillis, le petit monstre à Mimi. Alors, voilà, c'est le petit monstre Scribouillis qui, lui, a été fait en feutrage à l'eau chaude et au savon. Ce qui est vraiment intéressant avec le feutrage à l'eau chaude et au savon, c'est que ça permet, on voit qu'ici, il est très, il est très flexible. Hein? Je peux lui donner, je peux faire bouger sa main d'une façon non réaliste comparativement à Mimi, qui a une structure en bois à l'intérieur pour lui donner des os. Lui, au contraire, il est très flexible, à tel point que dans le spectacle, il se métamorphose et il est fâché, parce qu'il veut manger les jouets à Mimi. Et il devient comme une grosse bouche. Comme ça. Et pour faire le feutrage à l'eau chaude et au savon, on peut bâtir le tissu en lui donnant plus ou moins de corps, en ajoutant des superpositions de couches de laine. Ce qui fait que si on met 3 couches ou 6 couches, ça permet de donner plus ou moins de corps au tissu. Et ça, c'est vraiment intéressant. On peut aussi mélanger dans la laine, on peut mélanger un peu de soie. Et la soie ne va pas se rétracter de la même façon que la laine. Et ça aussi, ça donne des effets intéressants. Quand on travaille en feutrage à l'eau chaude et au savon, il faut penser au foulement du tissu. Il va fouler, c'est-à-dire que si on veut cette grosseur-là, il faut au départ le faire grand comme ça. Alors ça, il faut calculer nos mesures de rétrécissement. Et quand je faisais Scribouillis ici, j'étais vraiment... ces pics ici, là, je les trouvais tellement beaux. La façon qu'ils bougent, c'est intéressant pour la conception d'une marionnette de voir les différents mouvements, trouver le répertoire gestuel d'une marionnette. Et quand je faisais ça, ici, ces pics-là, je me disais, je me mettais autour du cou, je me mettais autour de la tête pour voir tout ce que ça pouvait faire. Et je me disais, à un moment donné, il faudrait que je fasse des éléments de costume avec ces pics-là, voir qu'est-ce que ça pourrait apporter d'intéressant. Alors, pendant le confinement, je me suis gâtée. J'avais vous le montrer en primeur. C'est mon boléro en peau de Scribouillis. Alors voilà, je me sentais un peu comme Cruella, avec sa peau de dalmatien. Moi, j'avais ma peau de Scribouillis. Alors, vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'on porte ça, une peau de Scribouillis? Je me suis posé la même question. Et en fait, je me suis dit, la meilleure occasion, ce serait un vernissage d'exposition. Alors, quand je fais une expo, la prochaine fois, vous viendrez, je vais porter mon Scribouillis bien fièrement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre marionnette. Madame Cul-de-sac. Madame Cul-de-sac, je vous laisse deviner pourquoi elle s'appelle Madame Cul-de-sac. Alors, un peu comme Scribouillis, elle a une robe qui est attachée à son sac, ce qui lui permet des mouvements très fluides
qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas du tout réalistes en fait. Et dans sa main ici, j'ai mis une petite poche qui permet de mettre mon doigt. Et pour moi, c'est vraiment très agréable d'avoir une marionnette aussi différente que Mimi. Mimi, elle me demande d'être concentrée, d'être très minutieuse dans les mouvements. On s'attend à ce qu'elle ait des mouvements qui soient réalistes. Et ici, avec Madame Cul-de-Sac, ça me permet d'exprimer une autre facette de moi-même complètement différente, qui est plus spontanée. On s'attend, on peut trouver un répertoire gestuel à Madame Cul-de-Sac vraiment fascinant. Elle peut sauter dans son sac. Elle peut voler dans son sac. Et elle peut être surprenante. Et ça, pour moi, ben, c'est le fun parce que ça m'amène à jouer différemment. Ça fait 2 ans maintenant que je joue Mimi. Et ben, Madame Cul-de-Sac, ça m'amène à jouer un autre personnage. Et je pense en ce moment à un spectacle à faire avec elle qui est un show de cuisine où elle va nous montrer à cuisiner. Mais bon, elle n'est pas très bonne en cuisine, donc il va arriver des petites péripéties. Et ça, ben, en fait, je voulais le filmer, donc ça tombe assez bien en période de confinement. On va voir, c'est toujours un peu tributaire des bourses qui me sont accordées, mais peut-être que je me mettrai sur cette vidéo-là prochainement. Quand je conçois une marionnette, trouver le mécanisme à l'intérieur, c'est toujours un temps de réflexion ça demande beaucoup de temps, en fait. Et souvent, c'est en me promenant dans les quincailleries que je trouve des ressorts, des courroies, toutes sortes de matériaux, qu'est-ce que je pourrais prendre. Et on peut penser, est-ce qu'elle va être manipulée à une personne, à un marionnettiste, 2 marionnettistes? Quel mouvement est-ce qu'on veut lui rendre à cette marionnette-là? Mais au-delà du comment, il y a beaucoup le pourquoi. Comment est-ce que ce type de mouvement-là vient servir la dramaturgie? Pourquoi est-ce que ça crée une cohésion avec l'histoire si elle a un registre plus ludique, plus réaliste? Et ça, des fois, on me demande combien de temps ça prend pour construire une marionnette. Et c'est très difficile à calculer parce que le temps de réflexion est difficilement comptabilisable. C'est plutôt, ça nous habite constamment, c'est un peu une façon de vivre. Le temps de fabrication, on peut plus le calculer. Et ça, je dirais que probablement pour une marionnette de ce type-là, plus petite, peut-être 100, 150 heures, et pour les plus grandes, c'est encore plus long. Alors, voilà pour Madame Cul-de-Sac. Alors, je suis rendue, j'ai parlé des sculptures. Hein? Non, je n'ai pas parlé de sculptures. Ah, bon. Alors, je vous montre les sculptures. Ici, c'est mouflon à fleurs de dentelle. Là, je vous disais tout à l'heure que j'ai passé, avant d'aller en marionnette, j'ai fait de la sculpture de personnages. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que en regardant ces personnages-là, celle-là, elle a été faite en 2014, bien, je me rends compte qu'il y avait déjà des éléments de narration, dans le sens qu'il y a des personnages qui sont en interaction. Et il y a un début de recherche du mouvement aussi. On voit une autre à l'arrière où on voit un ours avec 2 personnages. Donc, comme rétrospective, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y avait déjà, on sentait que je m'en allais vers la marionnette, même si je ne le savais pas encore, que ça avait été une surprise dans ma vie, où tout à coup, je me suis dit, hey, mon Dieu, ça serait dans le fond parfait, la marionnette, ça viendrait combler tous mes intérêts. Et aussi, je dirais qu'avec je dis que je suis allée de la sculpture à la marionnette, mais c'est pas un sens unique où je suis encore autant intéressée à la sculpture. D'ailleurs, j'ai un projet de sculpture en ce moment pour faire une grande sculpture de grand format quand même. Et autant la marionnette, la sculpture m'a amené un sens de l'observation, un sens des volumes. La marionnette m'a amené vraiment le sens du mouvement, le sens de la dramaturgie et la conscience du spectateur.
avant, en faisant des sculptures, j'avais pas vraiment conscience des spectateurs, tandis que maintenant, c'est une préoccupation constante où je me dis pourquoi le spectateur, comment il est interpellé par l'œuvre. Alors, se retourner à la sculpture, ça va être intéressant de voir comment mes apprentissages, mes pratiques se nourrissent mutuellement. Alors, maintenant, je vais vous parler des grandes marionnettes qui sont à l'arrière. Et en fait, les grandes marionnettes, j'ai pu faire une recherche grâce à une bourse du Conseil des arts des lettres et le CALQ, le Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec la ville de Laval. Et Danaï va m'aider en les faisant bouger un peu. Oups. Et en fait, pourquoi j'avais besoin de faire cette recherche-là, c'est que des grandes marionnettes, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec des marionnettes de plus petite taille, il y a quand même des éléments qui sont différents, dont la gestion du poids. Quand on fait un spectacle, le spectacle est peut-être d'1 heure, mais les répétitions vont être plusieurs heures. Et plus la marionnette est lourde, plus elle est difficile à manipuler, les mouvements sont moins fluides. Donc, il faut vraiment minimiser le poids. D'autant plus qu'une grande marionnette, évidemment, ça va créer du stress sur certaines articulations. Dont le cou, ici, qui est un ressort, si le reste du corps est trop lourd, ça va trop tirer sur l'articulation du cou. Alors, je vais vous parler de Grâce, ici, qui est la grand-maman. Grâce, c'est sur un spectacle sur lequel je travaille en ce moment. Un spectacle qui parle d'une femme qui est très âgée, qui perd la mémoire. Quand j'ai commencé à la concevoir, j'avais vraiment envie de lui intégrer des morceaux de dentelle. Et je vous montre ici. Dans le visage et un peu dans le cou et sur les mains, elle a des morceaux de dentelle de crochet. Ces morceaux-là, c'est pas moi qui les ai faits, je les ai achetés au bazar, mais j'en ai fait moi-même. Et je sais très bien le temps que ça prend, la patience que ça prend, le savoir-faire, le doigté, la minutie. Et en évoquant ces rides avec ces morceaux de dentelle-là, ça me permettait de conférer à la marionnette tous les qualificatifs propres à cet ouvrage-là. Et donc, en intégrant des morceaux de dentelle au crochet dans son visage, j'étais dans le plus grand respect de cet ouvrage-là. Un ouvrage aussi qui représente beaucoup l'ouvrage des femmes. Et quand je faisais Grâce, je me suis inspirée beaucoup d'une de mes grand-mères qui a souffert d'Alzheimer. Et dans la tête de la marionnette, j'avais envie de faire un tiroir. Je ne savais pas exactement où je m'en allais avec cette conception-là, mais je voulais me faire confiance parce que je travaille de façon intuitive et je savais que c'était par là, sans savoir exactement comment j'allais l'exploiter dans le spectacle. Et je ne voulais pas trop me censurer parce qu'en censurant trop, on bloque l'inspiration. Alors, ce tiroir-là, c'est vraiment, pour moi, dans le spectacle, on va voir sur scène les événements principaux de sa vie, mais par l'intermédiaire, par le biais de son tiroir, ici qu'on voit, on va avoir accès en quelque part à ses secrets. Alors, vous voyez, c'est vraiment entre ses oreilles que ça se passe. Et ses secrets, c'est un peu comment elle a vécu ces événements-là, c'est-à-dire ses émotions, ses peurs, ses déceptions, ses rêves, ses désirs. Et en même temps, j'avais envie de travailler sur l'aspect du vide. Quand je voyais ma grand-mère qui souffrait d'Alzheimer, qui était présente et absente en même temps, ça me faisait un peu penser à ça. Je trouve que le vide, si tu veux tourner un peu plus, Danaï, je trouve que le vide est très évocateur et très troublant aussi. Et de voir sur scène à la fois la présence, l'absence, les événements et comment on les a vécus, c'est un peu un hommage à la vie. Maintenant, je vais vous parler du papa. Alors, le papa, il s'appelle Papa parce que je n'ai pas encore trouvé son nom.
quand j'étais en train de le concevoir, il y a eu ce moment-là que j'appelle le moment Pinocchio, où il a pris vie et il m'a regardé. Et je trouvais que dans ses yeux, il y avait une espèce de tristesse, une nostalgie qui m'a tout de suite beaucoup troublée. J'ai en fait souvent beaucoup d'empathie pour mes personnages et là, pour lui, j'avais envie de comprendre qu'est-ce que c'était son histoire. Et dans ces moments-là, je dirais qu'il y a un moment de bascule où j'avais des plans, j'avais des images de référence, mais le moment où la marionnette prend vie, c'est comme si c'est le moment où il faut lâcher prise, où c'est le temps d'écouter le personnage. Et comme, en fait, je travaille autant à la fabrication des marionnettes que le spectacle, pour qu'il y ait une cohésion, je peux adapter un peu le personnage, je peux aussi adapter un peu l'histoire. Alors, tu veux-tu encore nous faire tata, Danae? Alors, ici, la main, c'est un gant. Et, euh, et je trouvais que c'était vraiment très troublant, cette main-là, vraiment intéressant. Ouais, qui est tellement articulée, en fait, puisque c'est un gant. Et donc, tu peux peut-être enlever ta casquette. Et donc, quand je l'ai fait et que j'ai vu son visage qui était nostalgique, je voulais connaître son histoire et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il ne me répondait pas. Il était comme silencieux. Et j'ai compris que ce personnage-là, ça lui prendrait plus de temps à se manifester, à me faire confiance, à se révéler. Et chaque personnage que je fais, chaque histoire a son propre temps de gestation qui est à respecter, c'est juste comme ça. Et lui, quand j'ai vu ça, comment il était lent à se manifester, j'ai eu envie de faire des tiroirs à l'intérieur de sa poitrine. Et ces tiroirs-là, pour moi, c'est un peu une façon de jouer au détective, de savoir comment, avec les objets qu'il va avoir dans ses tiroirs, je vais essayer de comprendre sa vie. Et c'est comme ça aussi que je vais créer le spectacle où différents éléments de sa vie vont être représentés par des objets qui vont permettre de comprendre qui il est. Est-ce que tu me permets de prendre un tiroir? Voilà. Alors, vous voyez, puis ça, encore là, je joue avec l'idée du vide. Qu'est-ce que quand il y a tout son torse qui est vide, on comprend que ça va pas bien. Alors, oui. Puis donc, dans chacun des tiroirs, il va y avoir des, des objets que je n'ai pas encore trouvés. J'ai certaines idées, mais je suis encore en train de chercher. Mais là, je vais lui redonner son tiroir parce que je pense que, ouais, je pense que ça le met un peu mal à l'aise. Là. Tiens, pour quelqu'un de réservé comme ça, il hein, faut respecter ça. Alors voilà, on a fait pas mal le tour de mes marionnettes, de mon atelier. Puis ben, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous. Je vais regarder si vous avez des questions, puis ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Je regarde ça. Alors, il y a Maya qui dit waouh, quel boléro! Merci, merci. En fait, Julia demande si Madame Cutisac participe à des spectacles, des petits sketchs. Elle n'a pas encore c'est ces petits sketchs-là qui m'amènent à vouloir faire un spectacle un peu plus peaufiné. Mais c'était une courte forme. Et maintenant, j'aimerais ça en faire une forme plus longue. Ah, merci Laetitia. Merci Cara. Oui, je trouve que le feutrage, c'est vraiment à découvrir. Pour moi, ça a été une révélation, tout ce qui était possible. Et comme je travaillais vraiment tout en 2 dimensions, c'est comme si tout d'un coup, ça m'offrait des possibilités tellement extraordinaires. Et quand je fais le boléro, je fais les formes, mais c'est encore modelable. On peut encore plier le col, tourner les pics. Donc, j'ai même commencé à faire des chapeaux, faire des masques. Je ne vous les montrerai pas là parce que je suis encore en train de chercher un peu mes méthodes. Mais oui, c'est plein de possibilités.
Alors, un petit bonjour d'un autre Maya de l'autre côté de l'océan. Ah, oui, les marionnettes, ils bougeaient toutes seules, ou presque. Merci beaucoup, Jérôme. Ah, ben, alors c'est Cara, ben, merci beaucoup. Oui, ça me ferait vraiment plaisir d'enseigner en France. Peut-être à un moment donné, il y avait des pourparlers pour enseigner en Europe, mais bon, avec la pandémie, ça a été un peu mis de côté. On verra comment les choses se placent. Mais sinon, oui, tu es bienvenue prendre une formation au Québec. Ah oui, combien pèsent mes marionnettes? Mon Dieu, je ne les ai pas pesées. Mais ce que je peux dire, c'est que Mimi, elle est plus légère que les grandes marionnettes, donc elle se bouge plus aisément, mais c'est aussi un enfant bouge plus, donc au niveau de la dramaturgie, ça marche assez bien que les marionnettes plus grandes bougent moins vite, bougent moins souvent, souvent elles restent assises, mais je ne les ai pas pesées. Mm. Comment je me sens quand je fais bouger ces marionnettes-là? J'aime beaucoup, beaucoup manipuler des marionnettes. Et effectivement, chaque marionnette me permet de me sentir différemment. Je, je dirais que ben, je ressens les émotions de la marionnette, son tempérament. Quand c'est Mimi, c'est la curiosité, c'est d'être enjoué. Et puis il y a des personnages qui sont plus introspectifs, qui sont plus lents. Alors, ça dépend quelle marionnette je manipule, mais c'est un grand plaisir de manipuler les marionnettes et de les faire vivre, leur trouver le masque vocal, parce que le regard est super important, mais toute la respiration aussi du personnage va lui donner de la vie. Et sa respiration peut passer par un léger mouvement qui fait comme si la marionnette respirait, mais aussi à travers le masque vocal où on peut lui donner une respiration, comme quand je fais Mimi. Je peux. Bon. Ah, et là, bon. Mais quand je fais Mimi, je lui donne une voix, puis et tout ça, ces petits mots, ces petits sons-là de respiration viennent donner l'impression de vie. Merci, Jean, c'est gentil. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, mais en tout cas, si les questions vous viennent plus tard, mais je vais retourner voir sur la page et ça va me faire vraiment plaisir de venir y répondre dans la section des commentaires. J'ai eu des problèmes de connexion. Peut-être en as-tu parlé? Quelle matière utilises-tu entre le bois et la laine? Utilises-tu du remplissage dans lequel piquer la laine? En fait, ça dépend pour chaque matériau. Pour chaque marionnette, je fonctionne un peu différemment. Euh, des fois, il n'y a même pas de bois à l'intérieur. Des fois, il y a du bois sur lequel peut être enroulé de la laine, mais c'est difficile à dire comme ça parce que chaque marionnette est différente et chaque membre de la marionnette aussi est conçu différemment. Alors voilà, ben, écoutez, ça m'a fait plaisir. On se dit au revoir. Au revoir. C'est vrai, qu'est-ce que c'est ça? Oui, on y va. Mhm. Oui, salut.